Bonjour. Eh bien, on est de retour avec les vidéos de cosmologie. Mais premièrement, je voudrais vous féliciter cette année 2021, que j'espère qu'elle va être bien meilleure que l'année 2020, l'année dernière. Et bien sûr que la situation épidémiologique dans le monde va améliorer au long de cette année. Bien, on y va avec les vidéos de la cosmologie. Dans le vidéo de décembre, ce que nous avons décrit, c'est comment les Babylones, les Hindous, les anciens Grecs et aussi les Arabes, jusqu'au plus ou moins 12e, 13e siècle, entendaient l'univers. Comment est-ce qu'ils comprenaient le système solaire à cette époque-là, ou l'univers en général, d'accord? Alors, on va continuer maintenant avec le vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va réellement commencer à parler de ce qu'on comprend aujourd'hui comme des scientifiques, des vrais scientifiques. On va commencer avec 4 grands scientifiques. Nous avons d'une part Copernico, Bruno, Galileo et bien sûr Kepler. C'est ce que je vais parler dans ce vidéo de ce mois de janvier. D'accord? Alors on y va, je vais mettre les diapos. D'accord, alors on y va. De Copernicus à Kepler. Okay? Alors on va essentiellement décrire comment est-ce que la cosmologie de l'univers était entendue durant le, soi-disant, la fin du XVe siècle jusqu'au plus ou moins le début du XVIIe siècle. D'accord? Je vous rappelle, mon nom est Maria Mohamedi Lopez, je fais de la recherche à ICAVA, c'est un organisme de recherche dans le Pays Basque, et je donne des cours à la UPUB, c'est l'université publique du Pays Basque. Ok? Alors on y va. Nicolas Copernicus était un astronome et un mathématicien polonais. Il est né en 1473 et il est mort en 1543. Et j'écris là-bas en anglais, il était aussi d'autres choses. À l'époque, les scientifiques, bien, ils faisaient, c'était impressionnant. Ils étaient des philosophes, des scientifiques, et, ils savaient de tout, plus ou moins. D'accord? Ils étaient... Maintenant, les scientifiques, on est plus spécialisés. À l'époque, c'était impressionnant tout ce qu'ils savaient. D'accord. Alors, Copernicus a été très, très important pour la science, comme on l'entend aujourd'hui, et dans la cosmologie en particulier. Pourquoi? Bien, Copernicus, qui est dessiné, on le trouve dans ce dessin, dans ce tableau, bien, essentiellement, le modèle qui dominait à l'époque est celui qui est dessiné ici. Il croyait dans un modèle géocentriste, que maintenant on sait que ça ne marche pas. D'accord? Ce qui marche, c'est le modèle héliocentriste, comme je vais expliquer dans un moment. Alors, qu'est-ce qu'il croyait à l'époque? Il croyait ce que nous avons dit dans le vidéo antérieur. Ce n'est pas correct. Mais ce qu'il croyait, c'était que la Terre se trouvait au centre, alors que les planètes se trouvaient autour de... les planètes et aussi le Soleil, il faisait des cercles autour de la Terre. On sait, et je répète et j'insiste, que ça, ce n'est pas correct. D'accord? Alors, Copernicus, ce qu'il a essentiellement fait, c'est des mesurements des planètes. Les planètes Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. D'accord? Et il a constaté qu'en effet, le modèle qui pouvait expliquer mieux ces observations, ce n'était pas un modèle géocentriste où la Terre se trouvait au milieu. Non, c'était un modèle héliocentriste, comme celui qu'on voit dans ce dessin. Alors, le Soleil se trouve au milieu, et puis les planètes, la planète la plus proche, c'est Mercure, elle tourne autour du Soleil, la même chose pour Vénus, pour la Terre, pour Mars, pour Jupiter et aussi pour Saturne. D'accord? Dans ses études, il a aussi observé l'occultation de Aldébaran. Qu'est-ce que c'est Aldébaran? Aldébaran, c'est une étoile, comme le Soleil, et cette étoile se trouve dans la constellation de Taurus.
En plus, c'est une étoile très brillante, d'accord? C'est la plus brillante dans cette constellation. Et ce qu'il a observé, c'est l'occultation de cette étoile, Aldébaran, par la Lune. Qu'est-ce qui veut dire l'occultation? Essentiellement, imaginez, on se trouve ici, la Terre, voilà la Lune. L'occultation veut dire si si la Lune se trouve dans la ligne qu'on trace de la Terre à cette étoile, au milieu, alors la Lune, elle va occulter cette étoile. Et on ne va pas la voir durant le temps que la Lune se trouve entre la Terre et dans la ligne qu'on trace entre la Terre et l'étoile. D'accord? Alors, il a observé aussi ça. Il a fait pas mal de travail, d'accord? Et à la fin, il a écrit un livre. Et ce livre est essentiellement ce qu'on appelle il est titulé sur la révolution des sphères divines. D'accord? L'idée des sphères divines venait des Grecs qui, pour expliquer le modèle ptoléméique, ils devaient inventer quelque chose de très, très, très compliqué. Comme j'ai dit, ils croyaient, les anciens Grecs, ils croyaient que la Terre se trouvait au centre, alors qu'à travers de ces sphères divines, on pouvait expliquer le mouvement des autres planètes. Ils devaient faire, comme j'avais expliqué dans le premier vidéo, des mouvements très bizarres. Alors, dans ce livre, essentiellement, ce que Nicolas Copernicus explique, c'est qu'à la fin, c'est le modèle héliocentriste qui réellement explique le mouvement des planètes. Je répète, le Soleil au centre, et ce sont les planètes qui tournent autour du Soleil, et pas l'inverse. D'accord? Bien, ça, ça a été un pas énorme dans l'astronomie, d'accord, à l'époque. Et une révolution, ok? On ne se trouve pas dans une place favorisée. Et on se trouve, dans ce cas, je veux dire, la Terre. Le livre, il a été publié la même année de sa mort, juste après sa mort, d'accord? Il avait des doutes par rapport à la publication de la publication de ce livre. Pourquoi? Parce que c'était une idée révolutionnaire. C'était une idée qui disait que le modèle qui dominait à l'époque n'était pas correct. Okay? Alors, mais à la fin, heureusement, avant sa mort, il a donné son manuscrit qui a été publié. D'accord? Bien, le travail de Copernicus, j'insiste, il a révolutionné le champ de l'astronomie à l'époque. Pourquoi? Bien, premièrement, il a montré que la Terre n'était pas, il croyait que la Terre n'était pas dans un endroit favorisé, d'accord, ou central, par rapport à ce que l'idée qui était inculquée à l'époque. Et puis, le système solaire est décrit par un modèle héliocentriste. Je répète, le Soleil se trouve au centre et ce sont les planètes qui tournent autour du Soleil. En effet, ces idées étaient là dès l'époque des anciens Grecs. Mais quelle est la différence dans ce cas? La différence, c'est qu'à travers de ces observations, il a constaté que ces observations pouvaient être expliquées d'une façon plus facile en utilisant ce modèle copernicien. D'accord? Parce qu'à la fin, la science, vous avez un modèle, ce modèle donne des prédictions, et ces prédictions doivent expliquer les observations. Et ce modèle, le modèle copernicien, ou le modèle héliocentriste, il explique mieux les observations que le modèle qu'ils avaient à l'époque, qui était un modèle géocentriste, basé dans les idées de Ptolémée. D'accord? Eh bien, comme je dis, et j'insiste, Nicolas Copernicus a été très important pour la révolution de l'astronomie à l'époque. D'accord? 15e siècle, 6e siècle. Alors, on y va avec Giordano Bruno. Giordano Bruno était aussi un mathématicien et un astronome et d'autres choses. Okay? C'était un homme qui a voyagé beaucoup à l'époque. Il a donné des cours dans pas mal
d'université à l'époque. Et malheureusement, il a une fin qui n'était pas très bonne, comme je vais mentionner après. Eh bien, l'importance de Giordano Bruno, c'est qu'il a, premièrement, il s'est percaté que le modèle copernicien, il fonctionnait, c'était le correct. Et en plus, il a élargi les idées qui, qui étaient introduites. Ce qui veut dire, essentiellement, le modèle de copernicien, c'est un modèle héliocentriste, comme j'ai dit avant. Alors, Giordano, la révolution qu'il a apportée, c'est de dire, bien, dans ce modèle héliocentriste, le Soleil se trouve au centre, d'accord? Et ce sont les planètes qui tournent autour du Soleil, de cette étoile. Alors, il s'est dit, bien, il y a d'autres étoiles, et ces autres étoiles, ils vont aussi avoir un mouvement, ils vont être décrites par un modèle aussi héliocentriste. C'est-à-dire, bien, il a dit, bien, si le Soleil est une étoile, et le système solaire consiste de cette étoile, le Soleil, et puis les planètes que nous avons décrites avant, qui tournent autour du Soleil. Alors avec les autres étoiles, eh bien, évidemment, c'est la même chose. Nous avons l'étoile au milieu, et puis les planètes qui tournent autour de cette étoile. D'accord? Ça, c'est une très grande idée, une très grande extrapolation du modèle copernicien. D'accord? Et en plus, il s'est rendu compte, ou il croyait que l'univers était homogène et isotrope. D'accord? Ça, c'est très important. On sait de nos jours qu'en effet, l'univers est homogène et isotrope à grande échelle. On décrira ça dans des autres vidéos dans les prochains mois. Qu'est-ce qui veut dire un univers homogène? Ça veut dire que si je me place dans un endroit, quelque endroit, c'est pas important l'endroit. Alors, si je vois à 10 km, à 100 km, à 1 million de kilomètres, à des millions de kilomètres, je vais voir essentiellement la même chose. D'accord? Et qu'est-ce qui veut dire isotrope? Isotrope veut dire que n'importe en quelle direction que je vois, je vais voir la même chose. Je peux regarder à droite, à gauche, en bas, en dessous, au nord, au sud. Je vais toujours voir essentiellement la même chose. Et en effet, j'insiste, on sait qu'aujourd'hui, l'univers est homogène et isotrope à grande échelle. D'accord? Ça, c'est une révolution. D'accord? Okay. Il croyait aussi que l'univers était infini dans l'espace et dans le temps. La théorie de Einstein, elle prédit un Big Bang, ce qui veut dire un début du temps. Alors, en principe, l'univers aurait un début, ce qui veut dire qu'il n'est pas infini dans le temps. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres modèles qui, aujourd'hui, des modèles mathématiques qui incluent un modèle cyclique dans lequel bien, il y a la possibilité d'avoir un univers avec un temps infini. Mais ça, ce sont des choses plus techniques, mais je parlerai d'eux dans d'autres vidéos. Mais en tout cas, j'incite, il était un visionnaire. Il s'était rendu compte, bien, le modèle héliocentriste, qui est le modèle qui décrit le système solaire, c'est le même modèle pour d'autres systèmes planétaires, avec une autre étoile et ses planètes. D'accord? Et puis, il s'est rendu compte l'idée de que l'univers, il est homogène et isotrope. D'accord? Et puis, une autre chose très, très importante, il s'est rendu compte que le jour et la nuit, ce n'est que l'effet de la rotation de la Terre autour de son axe. Okay? Imaginez-vous que ça, c'est la Terre, et ça, c'est le Soleil. Alors, ce côté-là de la Terre a le jour parce qu'il est en train il est juste en face du Soleil. D'accord? Lorsque ma main tourne, ça veut dire essentiellement que c'est l'autre côté qui va être en face du Soleil. Alors maintenant, nous avons le jour ici, la nuit ici. C'est la rotation de la Terre qui fait que, autour de son propre axe, qui induit cet effet jour et nuit. D'accord?
Et malheureusement, ce visionnaire, ce grand scientifique, Giordano Bruno, il a été bien. Ils l'ont tué le 17 février 1600 parce qu'il a tout simplement, il croyait à ses idées, d'accord? Et l'Inquisition l'a brûlé vivant en ce jour, le 17 février 1600. Ils lui ont demandé de dire que ses idées elles étaient fausses, mais non, il n'a pas voulu. Alors il est un visionnaire et aussi un martyr, malheureusement. D'accord? Il nous a apporté à la science beaucoup pour une fin aussi tragique. D'accord? On y va maintenant au suivant scientifique que je voudrais parler. Et ça, c'est Galileo Galilei. Giordano Bruno, il était un Italien, ce qu'on connaît maintenant comme l'Italie, du sud de l'Italie, proche de Naples. Et Galileo Galilei, il était aussi un Italien, mais dans ce cas, du nord de l'Italie. Il est né en 1764 et il est mort en 1642. Il était un astronome, un physicien, et aussi autre chose, par exemple, il était un ingénieur. Il a construit des télescopes qui ont été très importants pour les observations qu'il a faites. Il est considéré le père de la physique moderne, et je mets entre parenthèses pour son époque. Je veux dire, ce n'est pas le père de la physique quantique ou de l'électromagnétisme, mais aujourd'hui, on le voit comme le père de la moderne physique parce que c'est essentiellement à partir de cette époque que nous avons réellement de la science, de la physique comme nous l'entendons maintenant, d'accord, aujourd'hui. Il est aussi considéré le père d'une méthode scientifique. Qu'est-ce qui veut dire ça essentiellement? Eh bien, il a réalisé, j'ai un modèle. Ce modèle donne des prédictions. Si ce modèle est correct, alors ce modèle doit décrire les observations. C'est ça la base du modèle scientifique. On peut avoir des tas de modèles, mais à la fin, ce sont les observations qui vont dire, et les prédictions de la théorie qui vont dire si la théorie est correcte ou pas. D'accord? Et puis, il est aussi considéré le père de la science moderne. D'accord? Qu'est-ce qu'il a observé, Galilée? Il a observé pas mal de choses. L'une des choses qu'il a observées, ce sont les phases de Vénus. Qu'est-ce qui veut dire ça? Bien, essentiellement, comme nous avons vu, c'est le modèle héliocentriste qui décrit le système solaire. Toujours le Soleil se trouve au centre et ce sont les planètes qui tournent autour du Soleil. OK? Alors, lorsque Vénus fait une orbite autour du Soleil, nous allons voir des différentes phases pour Vénus. Et c'est exactement ça qu'il a observé. D'accord? Pour ça, est très important, ont été très importants les télescopes. À l'époque, il avait entendu qu'il y avait un télescope très important pour l'époque en Hollande. Okay? Alors, il a dit, ben, je vais faire un meilleur. Et en effet, il a réussi à le faire. Les télescopes qu'il a inventés il magnifiait plus l'image, on les voyait plus grandes, et en plus, il avait réussi d'avoir l'image droite. Parce que lorsque nous utilisons une lente, alors l'image peut être droite ou invertie. D'accord? Il a réussi à avoir l'image droite. Et grâce à ça, il a réussi à voir les phases de Vénus. Et j'insiste, c'est tout simplement le mouvement du planète Vénus autour du Soleil. Lorsqu'il mouve autour du Soleil, nous allons le voir de façon différente dans la Terre. Il a aussi observé ce qu'on connaît maintenant comme les satellites de Saturne. À l'époque, lorsqu'il a observé les satellites de Saturne, il a observé quelque chose près de Saturne, mais il ne savait pas que c'était réellement les satellites de Saturne. Comment ça marche, les satellites de Saturne? Bien, nous sommes dans la Terre, nous savons que la Terre a un satellite. Ce satellite, c'est la Lune. D'accord? Eh bien, Saturne a plus d'une lune. Il a beaucoup de satellites, beaucoup de lunes. Il a aussi observé le planète Neptune, une planète qui est plus loin que Saturne dans le système par rapport au Soleil. Mais à l'époque, il ne savait pas que c'était une planète. Et il croyait que c'était une étoile
avec une luminosité très, très faible. D'autres choses. Oups. Il a aussi fait des études de la Lune, d'accord, aussi des études des marées, ok, et en plus, il a observé ce qu'on connaît comme the Milky Way, en français, la Voie lactée. Essentiellement, il voyait que dans le ciel, d'accord, à la nuit, il y avait comme une espèce de nuage. Et ce nuage est compris des points lumineux. Ce sont des étoiles. D'accord? Et en particulier, il a vu que, une fois encore, que le modèle géocentrique était le correct. Le Soleil se trouvait au centre. Grâce à ces observations, par exemple de les phases de Vénus, il a vu que c'est rien que le modèle géocentrique qui réussit à expliquer ces observations. D'accord? Pardon, le modèle héliocentriste est celui qui le modèle héliocentriste qui décrit correctement l'univers. D'accord? Le Soleil au centre et ce sont les étoiles, les planètes qui tournent autour de l'étoile. D'accord? En plus, alors le modèle qui croit que c'est la Terre qui se trouve au centre était incorrect parce que ce modèle ne pouvait pas décrire les phases de Vénus. D'accord? Eh bien, malheureusement, l'Inquisition était une fois encore ici et malheureusement, ben, il a été jugé par l'Inquisition. Une fois encore, comme pour Bruno, ils lui ont demandé bien, eh bien tu dois dire que tes idées ne sont pas correctes, blablabla. Mais il a insisté, non, mes idées, ce sont les correctes. Heureusement, par rapport à Bruno, il n'a pas été tué, mais il a été forcé à une assignation à domicile. Ce qui veut dire qu'il a été emprisonné dans sa maison le reste de sa vie. D'accord? Quelquefois, quand c'est difficile de faire de la science. Okay? Et puis, nous avons Johannes Kepler. Bien, je retourne ici et à l'autre... si vous me permettez un instant, je vais retourner ici. Comme vous voyez ici, le modèle copernicain ou le modèle héliocentriste, nous avons, j'insiste, le Soleil au milieu et puis nous avons les planètes qui tournent autour du Soleil. Et comment est-ce qu'ils font? Ils font à travers d'un cercle. Kepler croyait aussi que c'était un cercle, mais les observations disaient une autre chose. Alors, on va maintenant à Johannes Kepler. Juste un instant. Voilà. Johannes Kepler était un Allemand, mathématicien et astronome. Il était très bon en maths et en astronomie. Et il nous a fourni de trois lois pour les mouvements des planètes. Et la première loi est la suivante. La première loi de Kepler nous dit le mouvement planétaire est un mouvement qui suit une ellipse. D'accord? Qu'est-ce qui veut dire ça? Tout simplement, nous avons le Soleil dans l'un des foyers de l'ellipse. Je vais expliquer dans un instant ce que sont les foyers. Et les planètes, par exemple la Terre, elle fait un mouvement de rotation qui suit cette ellipse. Qu'est-ce que c'est une ellipse? Une ellipse est dessinée ici en bas. Nous avons deux foyers, F1 et F2, et l'ellipse, c'est une courbe qui est caractérisée par les suivantes propriétés. Si nous choisissons un point P, d'accord, alors la distance du premier foyer à ce point P plus la distance de ce point
au deuxième foyer est constante, ce qui veut dire L1 plus L2, c'est constante. Et je peux mouver ce point au long de l'ellipse et je vais toujours avoir L1 plus L2 constante. Ces foyers, lorsqu'ils s'approchent, d'accord, nous nous approchons à un cercle. Et en effet, lorsque les deux foyers se trouvent au même point, c'est le centre d'un cercle. D'accord? Puis, une ellipse, elle est caractérisée aussi par ses semi-axes. Alors, nous avons un demi-axe grand, celui-là ici, le plus grand, et un demi-axe petit, celui-là ici. D'accord? Eh bien, une autre façon de voir une ellipse, c'est une interpolation entre une ligne et un cercle. D'accord? Parce que le cercle, lorsque je l'élonge, à la fin, ce que je vais avoir, c'est une ligne. D'accord? Et comme je dis, une ellipse a deux foyers, F1 et F2. Alors, ce que Kepler, la première loi de Kepler nous dit sur le mouvement des planétaires, c'est que le Soleil se trouve dans l'un des foyers, d'accord, de cette ellipse. La planète, la Terre par exemple, la planète, la Terre va suivre cette trajectoire, une ellipse. Elle va former une ellipse à la fin de faire l'ellipse entière. Qu'est-ce qui veut dire que le planète suit une ellipse? Ça veut dire qu'il y a un moment au long de cette période, cette année, si on parle de la Terre, qu'elle va se trouver plus proche du Soleil. C'est en janvier, essentiellement. Et plus loin, c'est dans l'été. D'accord? Eh bien, la deuxième loi de Kepler. Nous avons, comme je dis, le Soleil dans l'un des foyers, et puis la planète, elle va faire une ellipse complète. Alors, la deuxième loi de Kepler, ce qu'elle nous dit, lorsque nous choisissons une période du temps, ça peut être un mois, même si le mois, ce n'est pas le meilleur exemple, parce qu'on sait que les mois, bien, janvier peut avoir 31 jours, mais puis février peut avoir 28 ou 29 jours. Ce que je veux dire par une période de temps, c'est le même nombre de jours. Mais pour simplifier les choses, je vais choisir les mois. Alors, la deuxième loi de Kepler, ce qu'il nous dit, c'est que la surface que la Terre va faire du 1er au 31 janvier, cette surface blanche, va être cette surface blanche ici de 1 juillet au 31 juillet va être la même. Ce qui veut dire, une fois que je choisis une période de temps, je peux être dans ce côté ou dans ce côté, qu'à la fin, la surface que la planète ou la Terre va décrire dès le début de ce temps jusqu'à la fin, cette surface va être la même s'il se trouve dans ce côté ou dans ce côté. D'accord? Une autre façon de dire cette loi, c'est que lorsque la planète, par exemple la Terre, se trouve plus proche du Soleil, la Terre, elle va aller à une vitesse plus rapide, plus grande. D'accord? Et lorsque se trouve la Terre ou la planète plus loin du Soleil, de l'étoile, alors sa vélocité, elle va être plus petite. D'accord? Ça, c'est, comme je dis, la deuxième loi de Kepler. Et on va voir maintenant la troisième loi. Bien, la troisième loi, ce qu'elle nous décrit, c'est une relation linéaire entre le carré du période d'une planète et le cube de la distance moyenne à l'étoile, au Soleil dans ce cas. Qu'est-ce que c'est la période orbitale? La période orbitale, c'est essentiellement le temps qui va prendre la planète pour faire toute l'ellipse. D'accord? Dans le cas de la Terre, c'est une année.
Alors, si je mesure dans une année, c'est pour la Terre, c'est une année. D'accord? Pardon, une année ici. Et ça, dans cette graphique, ce que nous avons, la distance moyenne d'une planète à le Soleil, elle est introduite dans des unités qu'on connaît comme des unités astronomiques. C'est essentiellement la distance du Soleil à la Terre. Ça, c'est une unité astronomique. Alors, les planètes qui se trouvent plus proches de la Terre, c'est le cas de Mercure et Vénus, alors ils ont moins d'une unité astronomique. C'est pour cela qu'ils se trouvent de ce côté-là, plus petites que 1. Alors que les planètes qui se trouvent plus loin que la Terre, c'est le cas de Mars, de Jupiter, de Saturne, alors ces planètes, ils se trouvent à une distance plus grande qu'une unité astronomique. D'accord. Alors, ce il s'est rendu compte, c'est qu'il y a une relation linéaire entre le cube de cette distance. Qu'est-ce que veut dire le cube? Tout simplement, je prends la distance fois la distance fois la distance, 3 fois. Alors que le carré, c'est le carré du période orbitale. Je prends le période orbitale fois le période orbital et j'ai le carré. Alors, ce qui s'est rendu compte, que les mesurements, d'accord, qu'il avait, lorsqu'il faisait le carré de l'orbite et le cube de l'orbite, il avait une ligne. Okay? Il y avait une relation linéaire entre, j'insiste, le période orbitale et le cube de la distance moyenne de la planète au Soleil, à l'étoile. D'accord? Ça, on ne pouvait pas l'expliquer si le mouvement des planètes était des cercles. D'accord? Et ça, c'est l'importance de l'ellipse. Comme j'ai dit avant, Johannes Kepler croyait que c'était un cercle. Tout le monde croyait dans un mouvement parfait. Mais à la fin, ce n'était pas un mouvement parfait. Je veux dire, ce n'était pas un cercle, c'était différent. C'était tout simplement une ellipse. Et l'ellipse, elle pouvait expliquer ces observations. Qu'essentiellement, elle décrit où se trouve la planète par rapport au Soleil et le temps que le Soleil, ça c'est dans des années, pour la Terre c'est 1, pour les planètes plus proches du Soleil c'est -1, c'est moins d'une année. Ceux qui se trouvent plus loin de la Terre, c'est plus d'une année. Par exemple, pour Mars, c'est presque 2 années. D'accord? Et puis, il a fait cette relation, le carré du période orbitale divisé par le cube de la distance moyenne au Soleil, et il s'est rendu compte que c'était plus ou moins constante. Il a pu faire tout ça grâce aux observations d'un astronome danois, Tycho Brahe, qui avait à l'époque les meilleures données de l'astronomie. D'accord? Il a travaillé avec Tycho Brahe jusqu'à sa mort. Et après sa mort, il a pu utiliser toutes ces données astronomiques et il a pu formuler ces 3 lois qui décrivent les mouvements des planètes autour du Soleil. Il a pu décrire le système planétaire. D'accord? Alors, nous avons décrit brièvement le travail des 4 scientifiques très importants. D'accord? Nous avons décrit le travail de Copernico, de Bruno, que malheureusement il a été brûlé vivant à la fin, de Galiléo, qui a été emprisonné à la fin pour ses idées, même si le modèle, les deux, Bruno et Galiléo, le modèle qu'ils ont décrit était le correct. Nous vivons dans un système planétaire qui est héliocentriste, j'insiste, le Soleil au milieu. Et puis, nous avons Johannes Kepler avec les données astronomiques de Tycho Brahe, il a réussi à formuler les 3 lois qui décrivent le mouvement planétaire, d'accord, c'est-à-dire le mouvement des planètes autour de la Terre. D'accord? Et pour ce mois, c'est tout. Je reviendrai en février avec d'autres vidéos. Ces lois de Kepler, elles peuvent être déduites
à partir des lois de la gravitation formulées par Isaac Newton. Mais ça serait pour le mois prochain. J'espère que vous avez bien aimé le vidéo et si c'est le cas, s'il vous plaît, bien vous pouvez mettre un like dans ma page de Facebook, mariam.cosmologie, ou dans le vidéo à YouTube. D'accord? Merci, c'est tout pour maintenant. Jusqu'au prochain mois.